que nos viewers, followers qui sont fans effectivement de la Spalding vont kiffer le sujet qui va arriver. Effectivement, on va évoquer les Raptors et on va faire un petit jeu traditionnel, le jeu traditionnel de l'émission Gooms et Tib, le Si j'étais, où on se met à la place des joueurs, des entraîneurs, des GM, des propriétaires. On essaye d'imaginer ce qui pourrait décider dans une situation donnée à un instant T. Et aujourd'hui, on se concentre sur les Raptors de Toronto, deuxième de conférence Est la saison dernière et qui ont été éliminés en demi-finale de conférence à l'Est par les Celtics 4-3. Poto, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai tout dit, j'ai planté le décor. On va commencer par Masai Ujiri. Si demain tu es Masai Ujiri, il y a deux questions, c'est pour ça qu'il y a le x2. Est-ce que tu construis ton équipe autour de Pascal Siakam ou tu vas chercher un big time player? Donc un big time player, c'est pour close les games en gros. En gros, closer les games. En gros, un leader. En fait, on a vu que Siakam, grosso modo, a eu beaucoup de mal à incarner ce leadership offensif cette année, notamment face aux Celtics. Il a eu besoin d'un Kyle Lowry qui a sorti de très gros matchs. On a vu que Siakam excellait lorsqu'il était à côté d'une star, lorsqu'il était complémentaire d'une star comme Kawhi Leonard il y a 2 ans. Est-ce que tu penses que tu dois le remettre dans cette situation-là où il est complémentaire d'une star ou tu continues de construire autour de lui comme ton option numéro 1 offensive? Bah, au vu du marché actuel et de l'attraction que peut être Toronto, qui, rappelons-le, est la seule franchise hors des États-Unis, qui a d'ailleurs des galères en fait là justement, qui doit se relocaliser parce qu'avec le Covid, on va pas pouvoir en fait justement aller au Canada. Donc pour des questions de trajet, ils vont devoir se retrouver à un endroit. Honnêtement, je pense pas que ça soit la franchise la plus attractive, mais sur le plan sportif, c'est une franchise qu'il a montré sur ces 2 dernières années très sérieux, champion NBA, puis derrière demi-finale de conférence en ayant accusé la perte de Kawhi. Personnellement, je pense qu'ils sont partis sur le pari Spicy P. Ils lui ont filé 30 millions sur l'année pendant 4 ans. C'est pas pour le laisser partir dès la saison prochaine ou pour faire passer un joueur devant lui. Ok. Non, mais quand bien même, tu vois, je pense qu'au-delà de rester, c'est le visage de la franchise. Et ça fait partie, en fait, de l'apprentissage de se manger une défaite face à Boston où tu te dis il aurait pu faire beaucoup mieux, notamment en attaque. Mais pour moi, ça fait partie de l'apprentissage de Siakam et ça restera le visage de la franchise. Si j'étais Masai, je le garde. Je le garde et je fais avec lui comme ma star, en fait. C'est ma star. Ah, d'accord. Donc, toi, frérot, aujourd'hui, tu me dis, OK, t'es Masai demain, t'es Masai Ujiri. Tu me dis, OK, Siakam, j'y crois. Siakam, on va le développer de telle manière à ce que son jeu offensif s'élargisse et qu'il ait plusieurs cordes à son arc et qu'il ne repose plus uniquement sur le jeu au poste. C'est ce que tu es en train de me dire? Que ce mec-là se Ouais, positionne. Ouais. dans la limite du raisonnable, parce que ça ne deviendra pas un Jason Tatum avec un Kevin Durant avec une aisance folle en fait au niveau de l'attaque, tu vois. Et tu sais qu'il peut se développer, mais ça va pas péter des plafonds non plus monstrueux. Mais au vu du paysage actuel de l'NBA, ça va être dur de faire venir un joueur meilleur que Siakam. D'accord. Donc, en fait, c'est parce que c'est contextuel. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est dur de C'est faire. ça. OK. C'est ça. Dans un autre contexte. C'est un peu à défaut d'eux. Ah, ça a défaut de. OK. Parce que toi, aujourd'hui, concrètement, dans l'absolu, tu ne te vois pas remporter une bague avec Siakam en option offensive numéro 1. Non, très compliqué. D'accord, ok. Si tu es encore Masai, et c'est pas facile, parce que Masai est sous pression. Masai, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. C'est quelqu'un qui vient de très loin, Masai Ujiri, je le rappelle, Nigérian. Il a commencé comme agent de joueur. C'est lui qui payait ses billets pour participer au Summer League, accompagner ses joueurs. Il a commencé, comme on dit, from the bottom. Et maintenant, il est au top d'une franchise, effectivement, la seule franchise du Canada. Le premier general manager africain d'une franchise à avoir remporté un titre. C'est pas rien. Si demain, tu es Masai Ujiri, frérot, est-ce que tu mets fin, est-ce que tu tournes la page des anciens, des Kyle Lowry, des Serge Ibaka et des Marc Gasol? Très bonne question. Faut d'abord, je pense, placer contractuellement Ouais, bien parce sûr. qu'il y en a deux qui sont arrivés à terme. On parle de Ibaka et de Gasol. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Ça oscille entre 23 et 24 millions pour les deux. Chacun à l'année, c'était 23 et 24 millions. Donc il y a la fin de ces deux contrats-là. Et Kyle Lowry a encore une saison à 30 millions la saison. Donc la saison prochaine, il sera payé 30 millions de dollars l'année. Sympa. Concrètement, je tourne la page pour Ibaka et Marc Gasol.
D'accord. Quand bien même ils ont apporté le titre en fait à Toronto, donc c'est des joueurs qui resteront à tout jamais dans le cœur des fans. Mais je pense que sportivement, c'est l'heure pour se séparer. Et au-delà de ça, je pense que même pour les deux joueurs, c'est mieux. C'est mieux parce qu'ils vont pas. Dis-moi. Oui, Thibaudot, donc là, en gros, tu te sépares de ta raquette, là. Là, tu dis merde à la raquette. Ciao. Ciao, frérot. Ciao, mais il n'y a rien. On reste copains, les gars. On reste copains, il n'y a rien. Non, non, je continue avec Kylori. Je continue avec Kylori parce que tout simplement, contractuellement, personne ne va te le prendre. C'est un joueur qui te coûte 30 millions et avec l'apport qu'il a, personne ne va te le prendre. Mais il reste très, très bon. Il nous a montré, il a fait des playoffs énormes. Donc, c'est quand même le numéro un pour moi au niveau de la grinta, de cet ADN Raptor. C'est quand même lui devant Siakam à ce niveau-là. Et derrière, j'essaie de le garder si jamais il accepte de faire des sacrifices financiers. Mais ça, on Ouais, y reviendra plus tard parce que c'est vraiment sur le long terme. Mais sur les deux, sur Gasol et Ibaka, ouais. Ciao. Ciao, mais les gars. tu me disais justement que ouais, c'est aussi dans leur intérêt à Marc Gasol et à Serge Ibaka de ne plus re-signer avec les Raptors. Pour Marc Gasol, pourquoi? Pourquoi c'est dans l'intérêt de Marc Gasol? C'est vrai, malgré ses performances vraiment en demi-teinte, pour rester très gentil, face aux Celtics, pourquoi c'est dans son intérêt aujourd'hui de quitter les Raptors et éventuellement aller signer en Espagne, au FC Barcelone, dans sa région natale, en Catalogne? Ouais, alors ça serait encore une option autre que je n'avais pas envisagée, mais je pense que Ouais, les deux, Siakam et Gasol, les deux Espagnols d'ailleurs, peuvent d'accord. aller chez un contender sans D'accord. problème Ok. et apporter quelque chose de concret. Et je ne vois plus en fait aujourd'hui Toronto comme un contender réel, tu vois. Donc c'est là que ça me dérange et je pense que Gasol et Ibaka peuvent être deux apports monstres dans une défense, notamment dans la défense et notamment en termes d'expérience. C'est deux joueurs qui n'ont plus rien à prouver, mais qui peuvent encore gagner des bagues comme l'ont fait beaucoup d'autres. D'accord. Alors, Ibaka, justement, c'est bien que tu fasses le lien. Si demain, toi, tu es Serge Ibaka, quelle franchise t'intéresserait? Quel profil de joueur, quel profil d'équipe, quelle aventure tu voudrais, auquel tu voudrais participer, à laquelle tu voudrais participer? Le top du top. Le top du Le top. top Ok. du top parce que Ibaka, c'est quelqu'un qui a tout prouvé. Il a prouvé notamment aux Raptors qu'en sortie de banc, le mec est toujours fort défensivement. Il a su mettre à 3 points. Il a des bons pourcentages. Enfin, je sais pas ce que sont ses pourcentages derrière Ibaka, mais je pense qu'il en a des bons parce qu'il était quand même vachement régulier à 3 points cette saison. Je viserais une équipe comme les Warriors, les Ouais. Nets, Ouais. en fait, le haut du panier et qu'on a encore une petite marge salariale pour pouvoir t'accueillir. Genre les Nets, s'ils proposent un salaire à 15 millions l'année, c'est banco direct, quoi. Je te rejoins. En plus, sachant que les Nets sont quand même, ils ont deux big men, DeAndre Jordan qui coûte quand même un peu cher pour ce qu'il est, même s'il peut effectivement aider les Nets à aller chercher le titre l'année prochaine. Mais quand tu as Jarrett Allen et DeAndre Jordan, il y a quand même un trafic à ce niveau-là. C'est vrai que Serge Ibaka chez les Nets, il pourra apporter un profil différent, un 4 qui stretch. C'est aussi un joueur qui connaît très très bien Kevin Durant de leurs années à OKC. Mais moi, je verrais bien Serge Ibaka là au soleil. Je pense que Serge Ibaka, il mérite ça. Il mérite bien ça. Après tous les services qu'il a rendus en NBA, c'est un mec qui vient de très très loin, de Congo-Brazza. Le mec, il s'est frayé un chemin d'abord en Espagne, en Liga espagnole, puis après arriver en NBA, se faire un nom au KC, connaître des mésaventures à Orlando, pour après renaître de ses cendres chez les Raptors. Je pense que ce serait un honneur pour lui de soit jouer sous le soleil chez les Warriors avec Steph, Clay et Dre, ou pourquoi pas aller rejoindre les Lakers avec LeBron et AD sur un CV. Serge Ibaka, je suis pas sûr qu'il aurait imaginé un jour jouer avec LeBron James. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, en vrai, il rentre partout. Ouais, La question, c'est qui va lui offrir un salaire convenable, en fait. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Effectivement, il faudra voir là-dessus. Si demain, poteau, tu es Fred Van Vliet, Freddy Très V, intéressant, on dit, ouais. très intéressant parce qu'il y a énormément d'options autour de lui. Les free agents cette année, c'est Mm. c'est l'un des free agents les plus suivis sur le marché. Un meneur, arrière, playmaker, très gros cuit, qui peut défendre malgré sa petite taille et surtout qui peut shooter à 3 et mettre de très très gros shoots, comme il l'avait montré lors du Game 6 contre les Warriors il y a 2 ans. Tu vois où, Poto? Tu penses qu'il va faire quoi dans cette free agency? Si c'était lui, pardon. Il était à 9 millions, là, cette saison. Ouais,
Je vois clairement une augmentation salariale pour lui. Je vois pas comment ça pourrait être autre, concrètement. Je pense qu'il y a des équipes qui peuvent se craquer sur un Van Vliet. Genre, aller mettre plus de 15 millions. Tu vois, voir un 17 millions, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent se craquer à aller mettre ça. C'est marrant que tu dis ça parce que Pat Bev, il est à 15 millions. Pat Bev, pareil, meneur undrafted, je crois, Pat Bev, comme Freddie V. Il est passé un peu partout en Europe et il arrive donc là aux Clippers. L'année dernière, il signe un contrat sur 3 ans, grosso modo de 32-35 millions, aller à 14-15 millions, à 12-13 millions de dollars l'année. Ok. Bah, je pense qu'il peut voir l'art plus parce qu'il a quand même ce côté je sors du banc et je score, ce qui est vachement recherché. Et je vois bien des équipes se craquer à les mettre 17, mais au-delà de ça, s'il n'y a pas de craquage et que ça reste dans des sommes convenables, genre 14, 15 millions, à cette somme, si les Raptors s'alignent, je reste chez les Raptors. Je reste chez les Raptors. Ouais, parce que j'aime bien la complémentarité avec Laurie. Je vois bien Laurie re-signer, comme je l'avais dit tout à l'heure, à la fin de son contrat là, donc de 30 millions. Je le vois bien signer. Je vois bien s'éterniser aux Raptors. J'aime bien la complémentarité des deux. Pour moi, c'est le visage en fait de cette franchise. C'est le backcourt aussi. Ça fait partie vraiment du visage. Et j'aimerais bien voir Van Vliet rester. Je pense qu'il peut vraiment s'inscrire sur le long terme. Et même compétitivement parlant, je pense pas qu'une plus grosse franchise lui fera d'offres. Parce qu'ils ont déjà quand même pas mal enfin, les autres équipes ont, par exemple, je pensais à Miami, fut un temps, avant que Dragic nous fasse des playoffs monstrueuses, parce qu'ils avaient quand même l'espace pour accueillir un mec comme Van Vliet dès cet été. Et en fait, non, tu vois que les autres contenders ont déjà leur sixième homme à la main. Donc, parce que toi, tu vois, Van Vliet, il n'est pas sixième homme, hein. C'est un starter aujourd'hui. Oui, mais chez un contender plus gros, je le vois pas starter. Pour le côté undersize, et même s'il s'arrache en défense, ça reste quand même quelque chose que tu peux pas combler jusqu'à une certaine mesure, quoi. D'accord. Donc toi, au bout de combien tu commences à regarder à côté? En gros, à partir de combien tu commences à dire, OK, là, je pense que les Raptors me manquent de respect. Ils ont pas aimé 17-18. 17-18. Ouais, 17-18, je pense que les Raptors ils iront pas au-delà de 15 et je pense que 17-18 ça peut commencer à être intéressant pour lui, ouais. Surtout, en fait, ça va être surtout ça. Van Vliet, c'est un mec undrafted, il va choisir la sécurité financière et la sécurité financière au-delà de la somme parce que ça joue entre 4-5 millions, OK, mais ça va être le nombre d'années et l'équipe qui va lui proposer un 4-5 ans, c'est banco direct. Pour moi, c'est là que Van Vliet en fait fera son choix, c'est le nombre d'années. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que Pat Bev, c'était 3 ans, mais il avait 31 ans l'année dernière. Van Vliet, il en a 26 ou 27. Donc lui, clairement, ce qu'il veut, c'est un contrat sur 4-5 ans. 5 ans, ça me semble assez long, mais 4 ans, en gros du 60 millions sur 4 ans, tu penses que c'est possible qu'il prend ça ou pas? Ouais. Ok. Ouais, tous les jours parce que, comme je l'ai dit, undrafted, c'est ce type de profil en NBA. Et Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal. C'est les mecs qu'on charbonné pour être en place. Et quand tu vois à quel point c'est dur et quel point ça peut tourner du tout au tout, quand tu lui mets un contrat garanti sur 4 ans, ça change une vie. Ça change une vie, tout simplement. 60 millions de dollars, mais c'est un truc de fou, gros. C'est un truc de fou. Et surtout, ça paye le chauffage à Toronto. Je veux dire qu'à Toronto. À Toronto, de ouf. Pour y avoir été, il fait très, très, très froid. On finit, frérot. Si tu étais Nick Nurse, qu'est-ce que tu fais de Jay Anunoby? Comment tu l'utilises la saison prochaine? On a vu que c'est un joueur intéressant sur le plan défensif. On a vu qu'il a souvent gêné Jason Tatum. Il a souvent brassé les tâches défensives. C'est un joueur aux dimensions intéressantes, quasiment proche de celle de Kawhi. En termes de taille, il fait 2,01 m. Il a une très grosse envergure. Est-ce que tu l'utilises comme ton défenseur en chef? Est-ce que tu lui donnes également des tâches offensives? Est-ce que tu le fais remonter dans la hiérarchie des solutions offensives? Comment tu l'utilises au Giannunoby? En fait, c'est pas une question simple parce que la logique dirait, en gros, bah, tu lui donnes plus de responsabilités. Mais il est quand même vachement similaire avec Siakam dans son positionnement sur le rinté, c'est-à-dire que c'est tous les deux des ailiers. Et au jour d'aujourd'hui, la seule différence, c'est que OG n'a pas la balle en main. Mais finalement, ils ont les mêmes tâches, c'est-à-dire prendre le meilleur attaquant en face. Et en attaque, c'est scorer à 3 points quand ils sont ouverts et aller au cercle.
La seule différence, c'est que Siakam, en plus de ça, doit créer le jeu. Donc, ça fait qu'il reste peu, finalement, de tâches offensives à confier à OG. Quand bien même, il a réalisé une belle saison, il est à 10 points, à 50% à 2 et à 39% à 3 points. Donc, il est quand même vachement intéressant. Il a fait de grosses playoffs. Il a notamment Miss Game Winner, dont on se souvient tous pendant les playoffs. Donc, il a vraiment un profil intéressant en attaque. Et ouais, c'est un bodyguard de ouf en défense. Il a vraiment un physique de garde du corps. Tu sens que déjà, pour gêner des gros ailiers, il est déjà présent. Après, offensivement, en fait, le problème, c'est s'il y a Van Vliet, s'il y a Loris, s'il y a Siakam, il ne te reste pas énorme, en fait, derrière à jouer. Donc, ça va être compliqué d'avoir une nette progression. Tu parlais de ses stats. Alors, il tourne à 10,5 points, 6,9 rebonds, 45,5% au shoot et 41,5% à 3 points. Ce serait dommage de s'en priver. C'est pendant la bubble, ça? Ah non. C'est oui, en playoff, ouais, tout à fait. En playoff, excuse-moi, en playoff. Ce serait dommage de s'en priver. Ouais, tout à fait. Mais en fait, le seul truc, c'est que j'aimerais bien le voir tourner à 5 points de plus parce que je pense qu'il en est capable. Ouais, c'est pas un problème. Mais après, c'est la répartition des tirs. Et c'est là où, en fait, le casse-tête de Nick Nurse. Mais ouais, dans la logique, c'est un joueur qui a progressé année après année. Et toi, tu ferais quoi alors finalement? Si demain, tu es Nick Nurse, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est la galère, frérot. Qu'est-ce que tu fais, toi, mon frérot? Si je suis Nick Nurse, ouais, je me démerde pour que Siakam et OG Anunoby aient pas les mêmes minutes de repos. Et qu'en fait, quand Siakam est sur le banc et OG est sur le terrain, je lui donne les tickets shoot à ce moment-là, en fait, pour que justement, il puisse s'exprimer de plus en plus gentiment, prendre sa place en attaque et essayer justement d'aller osciller vers les 15 points, parce que je pense qu'il peut le faire tout en restant propre au shoot. Donc, c'est là que va être sa progression, c'est rajouter du scoring et en étant aussi propre au shoot, parce qu'il a quand même de bons pourcentages, le mec, pour un poste 3. Qu'on ne connaissait pas comme un shooter de base. Donc, il oscille entre 39 et 40% à 3 points, c'est pas rien. Hein. Il a montré qu'il était aussi clutch dans les moments chauds, comme ce fameux game winner lors du Game 3 contre les Celtics en demi-finale de conférence. Le plus beau game winner ou pas que tu as vu, toi? Celui-là. Non. De l'histoire? Que tu as vu, toi, pour te répondre à la question. Non, monsieur. Non, monsieur, il a dit non, monsieur. C'est lequel alors? Dis-le. Je garde ça pour une autre fois. On se fera un top 3 des plus beaux game winners, t'inquiète. Pas aujourd'hui, frérot. Garde-en. Vas-y, mon gars. On passe au dernier sujet, frérot. On passe à la draft. On remercie effectivement d'avoir les viewers effectivement, qui nous regardent et qui nous posent des questions de live et assez mouvementé, assez chaud. Là, il y a pas mal de questions qui tombent.